parole à Jean-Philippe pour la table ronde. Merci. Merci Pascal. Et donc, comme on disait, pas d'inscription, pas d'apéro. Donc, bienvenue à cette seconde table ronde donc, sur améliorer la réduction et la valorisation des déchets en ville avec le problème des contraintes urbaines. Donc, Jean-Denis, vous avez présenté, en tant que mathématicien, artiste, un petit dessin tout à l'heure pour introduire la table ronde. Moi, je suis mathématicien, mais je suis pas artiste. Donc, je suis resté au niveau de la matrice. Et vous avez en ligne, alors ça ne sert à rien si je le pointe là, vous avez en ligne les trois axes de Better. Donc, la circularité des flux, des bouclages, des cycles biogéochimiques, réussir la durabilité et la résilience des villes de demain, et conduire les trajectoires de transition pour des villes plus durables et plus résilientes. Vous avez, alors ça apparaît peut-être pas clairement, mais les sous-axes. Ce qui est important, c'est qu'on a identifié là où intervenaient les trois consortia, les trois projets qui vont intervenir sur cette table ronde. Plus c'est noir, plus c'est au niveau de cet axe. Et donc vous voyez que clairement, Circuité Bio, c'est plutôt l'axe 3. Et les autres projets consortia sont plutôt sur l'axe 1, avec en particulier repenser le recyclage et la valorisation des produits résiduaires issus des territoires urbains. Donc, un rappel rapide, puis chacun interviendra. Donc, Circuité Bio, c'est sur les modèles d'économie circulaire dans les territoires urbains. Rébus, c'est la bioraffinerie urbaine soutenable. Reuse in City, c'est la réutilisation des eaux usées, traitées dans un contexte urbain. Fly for Waste, c'est l'entomoculture à partir de déchets urbains. New Link, c'est le lien entre tout ce qui concerne la gestion de la chaîne du froid avec j'allais dire l'économie sociale et solidaire, mais les associations, voilà. Et Caribou, c'est l'industrie, la gestion de l'industrie des BVP. BVP, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Voilà. Dans un contexte urbain. Boulangerie, viennoiserie, pas tapisserie, pâtisserie. on fait large. Donc chacun va intervenir. Et je laisse la main à Sylvie. Il fonctionne pardon. Donc ça fonctionne bien. Donc l'idée de cette seconde table ronde, c'était de voir un petit peu dans les consortia et les projets qui démarrent, d'identifier finalement par rapport aux questions posées quelles étaient les contraintes urbaines, donc qui définit, je le rappelle, le contour du métaprogramme Better. Et la première question qu'on voulait poser aux personnes autour de la table, c'était de voir quel changement de modèle entendu au sens large, des modèles qui peuvent être des modèles de gestion économique, organisationnelle. Quel changement de modèle ils avaient identifié dans leur discussion, ou commencé à identifier pour développer des systèmes soutenables. Et une question qui rejoint peut-être un petit peu la dernière question qui a été posée à la table ronde précédente, comment on compare ces différents modèles. Et je vais d'abord laisser la parole à Clarisse. Oui, alors pour présenter le travail qu'on a mené dans Circuité Bio, déjà il faut essayer de voir d'où on vient. C'est un consortium qui, pour une grande part, n'avait pas de compétences sur les déchets ni sur les villes. Donc en fait, on était assez loin de la problématique de Better. Mais on s'est mariés avec des collègues qui étaient spécialistes des déchets, biodéchets, de la modélisation. Je dis on parce que c'est surtout toute la partie SHS du consortium qui est quand même aussi, qui est un peu la partie dominante du consortium. Et c'est des collègues beaucoup sont des collègues de mon unité et des collègues de Regard aussi de Reims. Et on avait davantage par contre des compétences sur l'analyse des modèles de bioéconomie
et aussi sur des filières, la filière bois, où on rencontrait des problèmes de transformation, de collecte et de transformation des résidus. Donc on s'est dit quand même qu'on pouvait avoir des choses à apporter par rapport aux questions de Better. Alors du coup, au départ, évidemment, les réunions, ça ressemblait un peu à la tour de Babel. Chacun parlait sa langue, puis on ne se comprenait pas. Donc, et puis petit à petit, on a réfléchi à une problématique commune, enfin des problématiques communes. Et l'idée, c'est d'identifier, oui, des questions communes. Et en fait, il y en a deux qui émergent de nos échanges. Tout d'abord, un objectif commun autour de l'analyse de la diversité des trajectoires de transformation des déchets en ressources. Et l'idée, c'est, enfin, on a eu beaucoup de discussions sur est-ce qu'on parle des déchets ou des biodéchets, et on s'est dit non, on va pas s'arrêter à cette question-là. Parce que notre objectif, c'est vraiment de comprendre les trajectoires de transformation des déchets en ressources. C'est ce chaînon-là qui nous intéresse. Après, est-ce que c'est des biodéchets ou des déchets? De toute manière, on s'est rendu compte que tout ça, c'est une question de définition réglementaire, institutionnelle, et que dans la réalité, il y a du mix. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'aller creuser la diversité des trajectoires, de ces trajectoires de transformation en train de se faire. Ça ne servait à rien qu'on commence à s'exciter sur ces questions de biodéchets, déchets, voilà. Donc on est parti vraiment sur cette analyse de cette question de transformation des déchets en ressources et de diversité, parce que nous, avec nos entrées SHS, on cherche davantage à avoir une analyse compréhensive de ce qui se fait. Et on a beaucoup discuté pour analyser ces trajectoires sur l'articulation de notions de chaîne opératoire, chaîne de valeur, commodity chain. Et donc on est sur cette discussion pour identifier en fait les différentes dimensions, je dirais, aux différentes étapes de cette trajectoire qui vont de la collecte à la valorisation et qui passent par des étapes de évaluation environnementale, de valorisation économique, etc. Et un des premiers résultats que l'on a parce qu'on a fait un peu de terrain, mais bien sûr pas assez à notre goût, parce que nous, notre ADN, c'est vraiment d'aller sur le terrain, de rencontrer les acteurs, de voir d'aller fouiller un peu ce qu'ils font dans la réalité. Et c'est que finalement, dans la réalité, ces trajectoires de transformation de déchets en ressources, c'est plutôt des ruptures qu'une économie circulaire. Donc, en général, il y a davantage d'échecs, d'arrêts, on reprend un projet ancien, on redore un autre, enfin bon, et donc notre objectif, c'est essayer de multiplier ces cas d'études pour identifier différents des modèles de trajectoire. Donc voilà, et alors dans ces trajectoires, on a vu aussi qu'il y a une forte tension entre des trajectoires de filières industrielles et des trajectoires de modèles, je dirais, économiques alternatifs qui nous conduisent à faire dialoguer, d'un point de vue économique, à prendre en compte la rencontre entre les modèles économiques marchands et l'économie sociale et solidaire. Et donc, une fois qu'on a... ça, c'est notre premier objectif, analyser la diversité. Et après, on a un deuxième objectif, c'est de se dire que finalement, dans ces dynamiques de transformation, la transformation, elle s'opère dans les espaces d'hybridation entre les modèles marchands industriels et ces modèles alternatifs d'économie sociale et solidaire, où il y a des gens qui sont très motivés pour changer le monde. Et donc, l'idée, c'est juste à partir de nos cas d'études, de nos études de terrain un peu fouillées, on a pour objectif, on a essayé déjà de faire ça dans un truc assez exploratoire, c'est d'écrire des narratives
de modèles, de trajectoires, et ensuite de mettre ces narratives dans une modélisation socio-écologique avec l'appui de Jean-Denis et Sylvie qui sont là, parce que moi, je suis un peu perdue à cette étape du raisonnement. Donc, si vous voulez poser des questions, c'est à eux qu'il faudra les poser. Voilà. Alors, il y a Anne aussi qui est dans le projet, donc Sylvie. Linda aussi. Donc, si vous voulez ajouter compléter, voilà un peu où est-ce qu'on en est dans ce projet. Alors, il y a aussi, bon, je pourrais compléter après. Merci Clarisse. On va déjà laisser Christian compléter peut-être sur la bioraffinerie durable. Merci. Nous, on a une approche qui est bien très différente de celle que vient d'expliquer Clarisse pour son consortium, est issue aussi de deux communautés différentes dans notre consortium Rebus, qui a été constituée au départ par une communauté de gens autour des procédés et qui s'est élargie à des collègues dans les disciplines des SHS pour faire rapide. Et puis on était parti un peu sur une idée de modèle de bioraffinerie environnementale urbaine ou bioraffinerie urbaine soutenable. Le terme lui-même n'est pas tout à fait stabilisé. On était parti sur une idée assez classique pour des gens, des procédés de descente d'échelle, au sens figuré bien sûr, de downscaling, d'idées de modèles de bioraffinerie industrielle à grande échelle, qu'on devrait rapprocher des territoires urbains, comme on l'a expliqué ce matin, avec forcément une tendance à la miniaturisation, là aussi pour faire rapide. Et puis on s'est rendu compte finalement, lors de la vie du consortium et de l'échange des idées, que cette idée-là, elle n'était pas forcément partagée, qu'on n'avait pas forcément un modèle de bioraffinerie urbaine soutenable partagé, une représentation de ce que ça devait être. On n'avait pas tous la même représentation de ce qu'on mettait derrière cette appellation-là, de ce qu'on souhaitait comme trajectoire pour arriver à ce type de bioraffinerie urbaine. Et d'ailleurs, c'est une discussion qui va faire l'objet d'une séquence de l'école chercheur au mois d'octobre sur le partage de ces représentations et du modèle souhaitable ou qui nous semblerait le plus approprié à ce qu'on souhaite faire à ces bioraffineries. Et finalement, la question qu'on souhaitait aborder presque de front et rapidement, de quel modèle économique, quel modèle organisationnel et quel modèle technologique on pouvait mettre derrière ce concept, finalement, elle viendra qu'en deuxième rideau, une fois qu'on aura élaboré soit un modèle commun, soit en tout cas une cartographie des différents modèles possibles. Et on peut, dès à présent, et en particulier les présentations qu'on a eues des différents consortia aujourd'hui, montrent à quel point on doit aussi aller vers plus de complémentarité des procédés, par exemple, plutôt que de les opposer. Les questions ce matin, pourquoi méthanisation plutôt que compostage ou l'inverse? Pourquoi opposer entomoconversion à la méthanisation? Et pourquoi pas travailler sur des synergies et sur du métabolisme entre ces différents modèles de procédés, avec des modèles organisationnels d'ensemble qui pourraient s'imaginer. Et pourquoi pas la bioraffinerie environnementale urbaine comme réseau de différents procédés, de différentes installations, et pourquoi pas, comme on vient d'en discuter, de living machine. Donc voilà, on est dans l'élaboration à ce niveau d'élaboration de modèles avant de rentrer dans des questions plus précises de quel modèle économique serait le plus approprié. Et évidemment, on se pose des questions sur l'application d'un modèle économique marchand, comme tu le signalais. On a tendance à penser a priori que ça peut ne pas tout à fait bien marcher. Ces bioraffineries-là, si on les rapproche avec la contrainte urbaine, on risque d'avoir une barrière très très forte à la faisabilité d'un modèle économique marchand. Mais ça reste un présupposé et il faudra certainement investiguer ça. Juste avant de passer à la deuxième question, peut-être que Mathieu il pourrait compléter aussi par rapport à cette idée d'aller vers plus de complémentarité, parce qu'il me semble que Reuse in Cities, c'est bien ça, c'est la complémentarité des différentes tailles
ou différents modèles pour le traitement de l'eau. Et moi, je pense qu'on ne fait pas assez, mais on en a un petit peu discuté avec Christian tout à l'heure, on ne fait sans doute pas assez le lien, ou on ne croise pas assez, on travaille encore en silo, on n'a pas suffisamment désiloté, même si le terme est assez laid. Mais en tout cas, je pense qu'on n'en est pas encore là dans le consortium. Mais si tu veux compléter, Mathieu. Oui, non, ça, tout à fait. Ouais. On le sent. Il n'y a pas qu'à Lyon Métropole qu'il y a un silo déchets et un silo eau. Donc Reuse in Cities. Alors juste pour préciser, on est plusieurs animateurs. Il y a Jamie Nivala qui est de l'équipe Reversal à Lyon, qui était là tout à l'heure, elle n'a pas pu rester. Il y a également Pascal Moll de la même équipe et Jérôme Armand qui anime le réseau Reuse de l'INRAE, au sein duquel finalement Reuse in City est une espèce de cluster, quoi. Alors effectivement, Reuse in City, puisque la question c'était est-ce qu'il y a des aménagements dans ces territoires urbains plus particuliers. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'explorer la voie de la réutilisation de l'eau, un petit peu hors du cadre réglementaire qui est aujourd'hui défini pour la réutilisation, qui est pour l'irrigation. Et donc on voit bien des villes et des zones rurales qui s'organisent pour permettre une agriculture irriguée par de l'eau usée. Mais nous, notre question, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui peut être fait à l'échelle de la ville et comment répondre à des besoins de réutilisation à l'échelle de la ville. Et ça pose pas mal de questionnements parce qu'effectivement, soit on continue à raisonner avec le tout à l'égout et une réutilisation de l'eau sortie de stations et puis qu'on vient redistribuer dans la ville, ou alors on s'intéresse à des technologies qui viennent séparer en amont, travailler sur une part des eaux qui peuvent être les eaux grises, soit traiter de l'eau directement en décentralisé à petite échelle de l'eau dans un réseau. Et là, il faut bien évaluer le bénéfice parce que les études jusqu'à présent montraient que quand on descend à cette échelle, on a des impacts notamment énergétiques qui finalement augmentent parce qu'on perd les gains finalement de la centralisation. Donc on évalue à la fois les solutions techniques, on interroge les solutions basées sur la nature. C'est un travail en particulier de Jamie avec un programme européen et une école chercheur qui va être organisée cette année. Donc la place de ces technologies basées sur la nature avec deux moteurs, je dirais, le moteur de la végétalisation urbaine qui est quand même un moyen de faire venir finalement dans le monde urbain une fonction supplémentaire à la végétalisation. Et puis il y a cette question de travailler sur des techniques un peu moins coûteuses, notamment au niveau énergétique, et donc comment est-ce qu'on peut les combiner peut-être avec d'autres technologies qui vont permettre de donner une qualité sanitaire à l'eau et de garantir certains usages. Ça pose pas mal de questions réglementaires et on s'est rendu compte que c'est un sujet sur lequel il y a potentiellement donc une thèse qui pourrait débuter à la suite de ce consortium. Ce consortium, il a permis de faire des ateliers avec des acteurs, avec des chercheurs, déjà pour savoir tous les projets qu'on avait, mais aussi avec des acteurs. Et les acteurs sont très sensibles à ces questions réglementaires, à ces questions de positionnement finalement de l'ouvrage de transformation de traitement. C'est-à-dire, est-ce que c'est sur le domaine public, est-ce que ça vient carrément dans le domaine privé, donc géré par les aménageurs. Comment ça remet en cause finalement toute la gestion de l'eau qui est très verrouillée socio-techniquement depuis 150 ans. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Pour introduire cette question. Estelle, si tu veux continuer avec Fly for Waste. Oui, alors du coup, dans Fly for Waste, on s'intéresse, comme on vous l'a présenté ce matin, à la valorisation des biodéchets via les insectes. Alors, c'est vrai qu'en milieu urbain, la valorisation des biodéchets, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on va avoir beaucoup de flux de biodéchets. Et du coup, on se dit qu'installer des unités d'entomoconversion en milieu urbain, ça permettrait de recycler les biodéchets et de les valoriser donc sur le même site, donc ce qui permettrait de limiter les transports et donc l'impact environnemental. Donc l'entomoconversion semble très pertinente en milieu urbain. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on a identifié 4 grandes filières de production de biodéchets. Donc, la production avec les écarts de production agricole, les coproduits des industries agroalimentaires, donc au niveau de la transformation. Au niveau de la distribution, donc les biodéchets qui seront plutôt les invendus, notamment des GMS. Et puis, au niveau de la consommation, les biodéchets issus des ordures ménagères. Et en fait, en milieu urbain, on va se retrouver surtout avec les 2 dernières filières de production de biodéchets, donc distribution et consommation. Et en fait, c'est là où aujourd'hui,
la réglementation interdit l'utilisation de ces flux de biodéchets. Donc en milieu urbain, en fait, on va être un peu coincé de ce côté-là pour le moment. Et donc c'est aussi l'objectif du projet, de faire une première évaluation des bénéfices et risques de l'entomoconversion de ces biodéchets et voir en fait jusqu'où on pourrait aller et est-ce que ces flux de biodéchets qui sont encore actuellement interdits, à l'avenir, on pourrait faire évoluer la chose et que ces flux soient autorisés dans les années à venir. Donc c'est principalement là les questions spécifiques pour les territoires urbains. Ensuite, sur l'aspect aménagement urbain spécifique, alors c'est vrai que là, comme je vous dis, on est loin d'être à l'étape d'installer des unités d'entomoconversion en milieu urbain, hein. C'est vraiment le début des réflexions autour de l'entomoconversion. Mais c'est vrai que si c'est amené un jour à arriver en milieu urbain, déjà, il faudra quand même prendre en compte, d'une part, l'acceptabilité sociétale, parce que arriver avec des insectes en ville, ça va peut-être pas se faire comme ça. Ça va peut-être pas être évident. Et puis, il faudra bien prendre en compte que, il va pouvoir y avoir des potentielles nuisances sonores, olfactives. Et donc, les installations qui devront être mises en place devront prendre en compte ces potentielles nuisances. Et puis, d'une manière générale, il faudra installer ces unités d'entomoconversion dans un système très global. Je pense par exemple au fait que il nous faut de la chaleur pour nos insectes, hein. Les mouches soldats noirs, elles ont besoin d'une température à peu près de 30 degrés. Donc voilà, comment récupérer la chaleur via d'autres systèmes pour alimenter nos unités d'entomoconversion. Voilà. Non, on parlait effectivement de la chaleur qu'on peut récupérer d'autres procédés, hein, compostage, méthanisation. Sur cette question de spécificité sur le territoire urbain, les autres... Clarisse, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ou... Non. Sinon, on passe à la dernière question, comme ça on aura plus de temps pour la question avec la salle. Donc il y avait aussi 2 consortia qui traitent plus ou moins de la gestion des invendus. Elles vont nous expliquer exactement ce qu'il y a derrière ça. Et la question qu'on leur a posée, c'était de voir un peu par rapport à la transdisciplinarité dont on a déjà pas mal parlé précédemment, de voir quels étaient les acteurs concernés et quelles étaient les opportunités avec les... Oui. Donc, je vais parler pour le projet New Link, en anglais, pour un nouveau maillon de la chaîne alimentaire. Et je coordonne le projet avec ma collègue Hong-Min Le Wang, qui est de l'unité de recherche FRIES du département Transform à Antony, en région parisienne. Et en fait, en New Link, on s'intéresse donc à ce nouveau maillon de la collecte des invendus de repas de la restauration collective et leur redistribution à l'aide alimentaire, donc vers des associations qui pratiquent l'aide alimentaire. Et c'est un secteur, donc un maillon qui se développe sous l'influence de la loi EGalim, votée en 2018. Et EGalim, c'est une extension d'un projet, d'une loi, de la loi Garot de 2016, qui en gros stimule et encourage les acteurs à souscrire une convention de partenariat avec les associations pour pratiquer le don alimentaire et éviter qu'il y ait une production de déchets pour maintenir des repas ou des produits disponibles vers la consommation humaine. Donc c'est là-dessus que New Link s'inscrit dans ces travaux qui visent à réduire les déchets alimentaires. Et on a fait le constat que dans ce nouveau maillon, des acteurs se développent qu'on ne connaît pas, et ce sont des intermédiaires qui prennent en charge la collecte des invendus et la redistribution. Et ça nous a interrogés parce que ça fait que depuis quelques années que ces activités se développent, que les intermédiaires semblent se développer à une vitesse élevée. Et on ne les connaît pas et on n'a pas trouvé de travaux ni de l'ADEME ou d'autres instituts qui nous renseignent sur le fonctionnement de ces intermédiaires.
Mais on fait l'hypothèse, et ça c'est un lien avec la question précédente sur les spécificités des territoires urbains, qu'il y a un coût élevé en termes d'impact économique et écologique, parce que cette logistique qui est nécessaire pour récupérer les invendus et les redistribuer doit être élevée en contexte urbain. D'une part, parce que la logistique en contexte urbain, en général, elle concerne des faibles volumes et une faible optimisation et efficacité de la logistique, qui est donc consommatrice en énergie. Et d'autre part, et c'est l'entrée de l'équipe Freeze, mais la chaîne du froid en soi, elle est très consommatrice d'énergie. Donc on a fait l'hypothèse qu'il y a un potentiel d'optimisation, mais pour ça on doit d'abord comprendre et caractériser ce nouveau maillon avec l'activité des intermédiaires. Mais on se demande quand même quels sont les bénéfices que fournissent l'activité des intermédiaires et quels sont les services qu'ils rendent à ce maillon. Et pour cela, on se dirige vers une analyse à leur coût-bénéfice, si on peut, ou analyse multicritère. On n'a pas encore complètement tranché, hein, donc le projet a démarré début, disons, au printemps cette année. Donc on est aujourd'hui au stade de bien caractériser le maillon et de faire l'inventaire des variables qu'on prendra en compte dans cette analyse coût-bénéfice ou multicritère en termes d'impact environnemental, économique et impact social. Et on travaille avec un cas d'étude bien particulier parce qu'il semble apparaître comme un peu la Rolls-Royce des intermédiaires aujourd'hui sur ce nouveau maillon. Un intermédiaire de petite taille qui pratique des faibles volumes, et ça nous interroge. Pourquoi il ne cherche pas à développer davantage un flux important de collecte et de redistribution par rapport à des intermédiaires plus anciens depuis la loi Garot qui se sont d'abord orientés vers la collecte des produits de la GMS et qui font plutôt, disons, une poursuite de la massification telle qu'on la connaît de la GMS. Et en restauration collective, pourtant, ils interviennent en cuisine centrale qui pratique aussi des grands volumes de préparation de repas. Mais cet intermédiaire, il est plutôt sur une plus petite échelle. Donc, c'est notre cas d'étude sur lequel on a des premiers stages pour cette année. Mais on cherche à comparer ce cas d'étude avec les autres intermédiaires, donc justement, qui sont plus dans la massification. Et donc, l'objet de New Link, c'est encore une fois pour chercher à aider dans l'optimisation de ce nouveau maillon de la chaîne alimentaire, collecte des invendus vers l'aide alimentaire. Merci Barbara. Tiffaine ? Oui, donc je vais vous présenter je représente le projet Caribou que je coordonne. Et donc ce projet, il travaille sur les rebuts et les invendus de pain, très spécifiquement. En fait, c'est assez simple. Même si ça pourrait être plus large, évidemment, on pourrait étendre, mais on a choisi volontairement d'être sur un produit assez simple et puis de balayer un petit peu toutes les voies de valorisation possibles. De même qu'on s'est aussi concentré sur les étapes de production et de distribution, en excluant dans un premier temps la partie consommation. Et ça de manière à avoir un peu la dualité entre des matières qui peuvent être propres ou des matières propres à la consommation encore, ou des matières qui peuvent être tombées au niveau de déchets, donc impropres à la consommation. Et dans les deux, peut-être juste pour finir la présentation très rapide, on a deux objectifs majeurs dans ce projet exploratoire, c'est de diagnostiquer les flux et les voies de valorisation sur le territoire. En ayant deux territoires, on a un territoire parisien et un territoire rennais, et puis d'initier des voies de valorisation innovantes, très peu, ça reste modeste, mais on voulait commencer à s'engager là-dedans. Alors au niveau, pour répondre à la question sur les acteurs, on s'intéresse aussi bien aux acteurs qui produisent ces rebuts et ces invendus, pour savoir où sont distribués en fait les volumes de rebuts et d'invendus, mais aussi pour voir s'il y a des volumes qui n'auraient pas encore de voie de valorisation. En tout cas, c'est une question qu'on s'est posée. On n'en a pas beaucoup rencontré pour l'instant, mais on en a quand même rencontré. Et on s'intéresse aussi aux acteurs, donc le miroir, aux acteurs qui valorisent déjà ces rebuts et ces invendus, de manière aussi à voir comment, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, quelles sont les opportunités. Et ça dans une perspective soit de les accompagner, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des questions de recherche qui ressortent de ça, soit au contraire profiter de ce matériel pour définir de nouvelles voies de valorisation à l'avenir.
Et on a 2 échelles, et je vais faire du coup le lien avec la spécificité ou les contraintes sur la ville. On trouvait une des spécificités de cette production, c'est qu'on a plein d'échelles. Ça va de la boulangerie artisanale, qui est très largement implantée dans les villes et dans les villages, bien sûr, mais particulièrement dans les villes où la densité de population est élevée, jusqu'à des usines qui vont beaucoup exporter, qui se trouvent elles aussi dans la périphérie. On est dans la zone périurbaine, à moins de 10 km en fait, du centre-ville, que ce soit pour Rennes, pour Lille, où il y a des grosses unités de production, ou Clermont avec le groupe Limagrin. Donc on s'attendait à ce que sur ces acteurs, on ait des voies de valorisation, des motivations qui soient différentes, et c'est ce qu'on a trouvé. Même si le projet il vient juste de débuter, donc en fait ce que je vais relater, c'est ce qu'on a fait un peu en 2021, où on a commencé un peu sur les boulangeries artisanales, et l'objectif du projet exploratoire, c'était de conforter puis d'élargir en termes d'échelle. Donc sur la boulangerie artisanale, on va trouver plutôt des valorisations qui impliquent des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des associations caritatives, et aussi du micro-entrepreneuriat, avec quand même beaucoup de valorisation qui est pour l'alimentation humaine et animale, donc assez haut en fait dans la hiérarchie des usages tels que définis par la réglementation. Et au niveau des grands sites, même si ça demande d'être conforté, on est plutôt sur du B2B. Là, je parle des sites de production parce que la partie distribution n'a pas commencé. Du B2B avec des valorisations qui peuvent être un petit peu plus basses. Valorisation animale, oui, si le territoire s'y prête, mais on peut aussi aller sur du compostage ou de la méthanisation. Voilà pour les acteurs. Il y a plusieurs autres membres du projet donc, qui pourront compléter si j'ai oublié quelque chose. Dans les opportunités, peut-être, on ne voit pas encore tout, mais pour en donner une, sur les boulangeries artisanales, en termes d'opportunités, ce qu'on voit, alors c'est des flux qui sont petits, qui sont assez dispersés. Sur chaque unité de production, et une opportunité qu'on voit, c'est celle d'aller vers la valorisation alimentaire avec plein de petites start-up qui se créent pour récupérer en fait ces invendus et faire du upcycling, c'est-à-dire refaire des produits alimentaires à partir de ces produits qui n'ont pas trouvé acheteurs. Voilà. Et juste pour faire le lien avec New Link, est-ce que vous avez identifié des acteurs qui vous ont surpris ou... Ceux-là sont carrément surprenants parce qu'ils ont une sacrée vocation. Ils portent des ambitions qui sont monstrueuses en étant très peu nombreux. Mais ils sont pleins d'idées et ça donne vraiment envie d'accompagner leur aventure. En plus, ils affrontent chacun de leur côté. Ils n'ont pas comme une entreprise un service R&D, donc ils font toute la mise au point eux-mêmes et chacun la refait. Bon, même s'ils commencent à créer des réseaux, chacun la refait de son côté. Donc il y a un vrai enjeu à capitaliser et à fédérer ces initiatives. Ouais. C'est pour ça que j'en parlais. Merci. Moi, je trouve qu'il y a c'est un point que je voulais aborder, c'était l'aspect, la dimension professionnelle de ces nouvelles filières, et aussi il y a, dans la littérature, il y a un certain nombre de questions autour du rôle des trieurs qui, auparavant, c'était des métiers quand même assez dévalorisés. Mais finalement, avec le buzz de la bioéconomie circulaire, ça va être des métiers qui vont peut-être être valorisés ou pas. Enfin, je pense qu'il y a des questions intéressantes et des travaux intéressants à mener sur ces professions et les professions aussi qu'il y a derrière les personnes les acteurs dont tu parles, Tiffaine. À mon avis, c'est intéressant de voir les trajectoires professionnelles de ces gens-là, quoi. Oui, c'est clair. Et quand on disait là, nous on cherchait à interroger le. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Non. C'est l'hybridation entre les différents modèles, où là, je pense que quand on étudie les trajectoires professionnelles de ces gens-là, on voit à un moment aussi quelle bifurcation a été faite pour que ça émerge. Enfin bon, voilà, c'est... Je me permets d'intervenir justement sur les acteurs. Et avant, je fais une parenthèse. Donc, la table ronde est focalisée sur les déchets, mais Better n'est pas focalisé sur les déchets. Hein. Tout ce qui est alimentaire et tout ce qui est transformation, matériaux est très important. Ça, c'est la parenthèse.
Et après, je reprendrai ce que disait Anne là tout à l'heure. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et l'aliment, tant qu'il reste aliment, ben c'est le mieux. C'est la voie optimale. Après, sur les acteurs, il y a quelque chose avec les années qui me choque. Si on reste sur les déchets et sur l'eau, nos déchets, on les met au robinet, on tire la chasse, on le met à la poubelle, et puis après, c'est plus notre business. Et on s'intéresse plus. Alors que si jamais on s'y intéressait, et là, enfin, il y a l'histoire qui pourrait être, avec les grands acteurs de l'eau, etc., qui pourrait être repensée, la vision et le jeu d'acteurs économiques, socio-économiques et autres serait complètement différent. Je donne 2 exemples. En Suisse, ils ont fait un lotissement d'une centaine d'appartements avec bâtiments, énergie positive, etc. Et donc, ils ont récupéré plein de choses, ils ont fait plein de choses. Et en particulier, ils ont récupéré l'eau qui partait aux égouts, la chaleur de l'eau qui partait aux égouts. Il faut savoir qu'en France, la quantité de stockage d'énergie principale, c'est nos chauffe-eau. Et donc, cette eau qui était chaude, qui avait été utilisée, je la récupère et je l'utilise localement. Et ça marche. Le problème, c'est qui c'est qui a gueulé en premier? C'est les traiteurs d'eau. Parce que les traiteurs d'eau, s'ils ont de l'eau qui est plus réchauffée avec l'eau des douches et des lessives, ils vont devoir chauffer leur station d'épuration. Donc il y a eu toute une controverse là-dessus. C'est à qui appartient la chaleur de l'eau une fois qu'elle est dans les tuyaux qui vont à l'égout? Est-ce que c'est à celui qui l'a produit? Est-ce que lui qui va l'utiliser? Et donc ça change complètement le paradigme et le rapport de force. C'est-à-dire l'individu se réapproprie quelque chose qui était à lui, qu'il a produit lui-même. Et l'autre chose, c'est l'exemple de Singapour. Singapour, c'est une ville sur une île de 6 millions d'habitants, une surface toute petite, très dense, avec zéro production d'énergie, zéro espace pour produire de la nourriture et zéro espace pour stocker l'eau. Et ça paraît tout bête. Mais donc, ils ont plein de projets. Un projet, c'est de traiter l'eau jusqu'à produire H2O, traiter l'eau usée et produire de l'H2O, auquel ils rajoutent des sels nutritifs pour faire de l'eau qu'on boit. Ça s'appelle New Water. J'en ai bu, je ne suis pas mort, elle est bonne, enfin, un goût d'eau, quoi. Mais, et après, c'est à qui appartient l'eau qui tombe sur l'île. Ça paraît idiot comme question, mais l'eau qui tombe sur Singapour n'appartient pas aux habitants. Il y a 80... Aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre une bassine d'eau sur votre toit ou dans votre jardin pour récupérer de l'eau. C'est contre la loi. 80% de l'eau aujourd'hui qui tombe de la pluie est récupérée, stockée dans des réservoirs optimisés, etc., pour être réutilisée après. Et donc, à qui appartient l'eau de pluie? Ça paraît idiot comme question, mais ça change aussi le paradigme sur lequel on peut se projeter. Et donc, si on réfléchissait notre eau, nos déchets, au sens large, de façon différente, si on faisait comme les Suisses, on se disait, tiens, ma chaleur, elle est à moi. Voilà, en quoi, et la question suivante, c'est en ville, dans un territoire urbain, il y aura toujours des habitants, sinon c'est plus une ville. Donc il y aura toujours des citoyens, et ça peut changer, c'est un acteur majeur, pour moi, du système global. Et donc ça, en quoi ça peut changer les modèles de gestion, en quoi ça peut changer les aménagements, en quoi ça peut changer les opportunités, voilà, en quoi ça peut vous questionner, vous, dans vos consortia et projets respectifs. Je suis désolé, j'étais un peu long. Et la salle peut réagir aussi. Bon, puisque tu as pas mal axé la question sur l'eau. C'est vrai que dans le réseau Reuse et dans les discussions Reuse in City, on s'est souvent demandé si finalement un des travaux, ce ne serait pas de faire du benchmarking de toutes les situations qui existent dans le monde, dont Singapour, la Suisse et bien d'autres, où ces approches de réutilisation ont déjà été poussées, voire à l'extrême comme à Singapour, et de voir finalement dans nos villes qui n'ont pas encore aujourd'hui le niveau de stress hydrique ou autre qu'ont ces pays-là, mais qui pourraient l'avoir progressivement,
avec quelle dynamique finalement, et là aussi on revient sur cette modélisation de scénario, avec quelle dynamique ces villes peuvent évoluer pour être plus résilientes face à la crise et au changement climatique et à l'abaissement de la ressource, et comment aussi ne pas peut-être choisir ces modèles qui, si on prend l'exemple de Singapour, n'est quand même pas extraordinaire au niveau du bilan environnemental. Donc je crois que ça fait partie aussi des questionnements, et quand je disais tout à l'heure les systèmes basés sur la nature, la place de ces procédés dans différents niveaux de densité urbaine, je trouve que c'est intéressant vraiment à mener, quoi. Juste pour complexifier, à Singapour, il y a aussi une volonté politique quand même, hein, d'avoir une indépendance sur... Oui. Et il y a quelque chose qui a été dit par Lyon, les intervenants de la ville de Lyon. À Singapour, il y a une grosse confiance à la décision politique. Et là, à Lyon, on parlait de restaurer la confiance. Et je pense qu'on a aussi un rôle, nous, en tant que chercheurs, à travailler à ça aussi et à sécuriser certaines choses en termes de résultats. Mais ce que tu disais est vrai. Dans le domaine de l'eau comme dans le domaine du déchet, on a tout invisibilisé. C'est-à-dire que le citoyen, il ne voit pas ce qui se passe, et tout est fait pour qu'il ne sache pas ce qui se passe derrière sa canalisation. Et ça l'arrange bien. Donc il faut aussi comprendre ça. Donc je pense qu'en particulier à Lyon, et de manière générale dans les métropoles, il y a eu quand même des changements de paradigme dans le domaine de l'eau pluviale. Et dans le domaine de l'eau pluviale, parce que c'est visible, parce que les acteurs sont plus concernés, tu l'as dit, hein, on peut mettre une bassine, récupérer l'eau de pluie, on peut voir les aménagements dans la ville, il y a le lien avec la végétalisation, etc., la biodiversité. Dans le domaine des eaux usées, on est loin de tout ça, on ne fait qu'enterrer le problème, c'est le cas de le dire. Et tout le monde a l'air bien content et satisfait de cette situation. Donc on vient encore plus remuer le système avec des décideurs politiques qui franchement ne voient pas trop l'intérêt, pour beaucoup encore, à s'intéresser à ça. C'est-à-dire qu'ils ont plus ou moins de stress avec le problème de l'assainissement, mais on l'a vu ce matin quand je posais la question à la métropole de Lyon, quand on leur parle d'excréta, ils pensent à la boue de la station d'épuration, ils n'imaginent pas qu'on revienne à la source encore. C'est pour eux voilà, des nouvelles problématiques qui sont soulevées. Oui, Samy Boirfin, j'avais aussi une remarque en lien avec tout ça. Et pour repartir d'un mot que je crois que c'est toi, Mathieu, qui l'utilisait sur le verrouillage dit socio-technique, en lien avec à la fois le poids des infrastructures. Alors là, lorsqu'on parle de l'eau, on a quand même un gros sujet qui est des infrastructures qui sont construites pour du long terme, et donc selon des schémas amont-aval, et qui ne sont pas pensés pour circulariser l'eau d'une manière ou d'une autre de manière plus intensive. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il y a des services et donc des métiers. Donc ça fait un peu aussi le lien avec ce que disait Clarisse sur les nouveaux métiers. Il y a des gagnants, mais il y a aussi des fois des perdants dans ces belles initiatives de décentralisation, que ce soit sur la reuse ou que ce soit sur d'autres procédés. Et je voulais juste amener cette question par rapport aussi à des regards scientifiques de type sciences de gestion qui savent analyser ça aussi au regard un service, une infrastructure, tout ça étant lié finalement par rapport à ce qu'on appelle nous des innovations, peuvent être et sont perçus comme des choses qui ne sont pas des innovations parce qu'ils remettent en question les métiers des gens qui sont installés. Donc c'est peut-être aussi intéressant que ces questions-là puissent être analysées avec ces regards, et on en a quelques-uns à INRAE qui travaillent sur ce type d'objet, où là l'objet c'est de regarder l'infrastructure et le service lié, et d'analyser aussi les résistances qui tout à fait légitimes qui peuvent arriver face à des innovations un peu menaçantes, quoi. Donc c'est le pendant du métier qui peut être revalorisé, mais il y a aussi ceux qui perdent. Alors il y a des gens qui peuvent se convertir, mais enfin il y a des choses à regarder aussi de ce côté-là lorsqu'on veut changer de modèle, et notamment économique et organisationnel, il me semble. Oui, Samy, moi, comme je t'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je serais ravi de voir dans nos réunions avec les métropoles, dans les Living Labs qui sont en train de se créer à Toulouse, à Montpellier, la présence de chercheurs en sciences de gestion pour analyser un peu les débats qu'on a avec les métropoles. C'est un sujet de recherche en soi, j'en suis convaincu. Et bon, voilà, donc tout à fait ouvert à ça.
Oui, du coup, moi j'ai une question en fait. Je trouve qu'il y a une certaine dualité entre la réduction et la valorisation. C'est des discussions que l'on a, des déchets, que ce soit les invendus, les biodéchets ou autres. Et du coup, je me pose la question en fait de la prise en compte de la dynamique concrètement. Alors cette dualité, je la vois en fait lorsqu'on cherche à valoriser en fait des déchets. Donc on met en place des infrastructures, il y a une réorganisation locale au niveau des différents acteurs. Il y a des coûts de transaction, il y a des nouveaux métiers qui se créent et en fait donc on investit énormément. Et lorsqu'on réduit les déchets, en fait, on a designé, conçu en fait des infrastructures et une réorganisation pour une quantité de biodéchets ou d'invendus ou autres, de déchets en général, qui n'est pas forcément viable, qui est viable actuellement, mais qui n'est plus forcément viable à un horizon de 10 ans, 20 ans. Donc, c'est de la coexistence de modèles, hein, on en a déjà parlé, mais du coup, on en a parlé, mais j'aimerais bien avoir votre retour sur des choses un peu plus concrètes. Comment vous gérez cet aspect dynamique et dual, en fait, de valoriser des déchets qui seront à terme réduits le plus possible? J'ai le micro, je peux lancer la question sur... nous, c'est vraiment une préoccupation qu'on a depuis le début du consortium, de ne pas imaginer ce qu'on appelle un peu vulgairement des aspirateurs à déchets, c'est-à-dire des installations qui, de par le poids de l'investissement, vont nécessiter un flux de déchets constant, permanent, voire en croissance. Et donc les idées d'adaptation derrière de systèmes qui soient technologiques ou organisationnels vont dans le sens, a priori, donc c'est des choses qui doivent être explorées, vers la modularité, l'adaptabilité, voire la réversibilité, pouvoir faire... alors c'est des choses qui sont déjà concrètement réfléchies par des startups de microméthanisation en particulier qui imaginent, enfin qui conçoivent et qui mettent en place des systèmes modulaires pour pouvoir ajouter, retirer des modules, les transporter ailleurs, là où il y a de nouveaux besoins, et les partager, par exemple. Donc avec des choses qui sont mobiles, nomades, qui peuvent se moduler. Donc concrètement, il y a des tentatives d'avancer dans le domaine, et c'est une réflexion qu'on a intégrée dans le consortium dès le départ. Pour ce qui concerne New Link, les acteurs avec lesquels on travaille, la restauration collective, on cherche notamment à savoir quelle part dans les invendus qu'ils produisent peut être réduite et pourquoi ce n'est pas fait aujourd'hui, quels sont les potentiels qu'ils verraient. Ça, on ne sait pas aujourd'hui. Et pour ce qui est la GMS, alors ce qui n'est pas l'objet de New Link, mais il faut savoir que cette loi Garot de 2016 a développé vraiment fortement cette activité de collecte de dons et de distribution. Et la question se pose justement dans quelle mesure les GMS ont intérêt à réduire les déchets, puisque la défiscalisation pour eux permet d'avoir moins de pertes via les invendus. Donc ils peuvent défiscaliser une valeur des produits alimentaires qui deviennent dons alimentaires. Et que voilà, ça semble être plutôt un secteur florissant qu'un secteur où les volumes baissent aujourd'hui. Et ça questionne effectivement. Donc je ne suis pas sûre qu'avec ces nouveaux maillons, on contribue, on incite à la réduction des déchets. Soit on les déplace si les associations d'aide alimentaire ne sont pas en capacité de distribuer eux-mêmes les repas. Dans ce cas-là, le déchet se déplace de la GMS vers l'aide alimentaire. Ou on maintient le flux, quoi. Je pense qu'il faut voir dans le temps. Le système économique ne va pas vers l'évolution de la réduction des déchets. Pour le moment, je pense que on reste quand même dans un modèle où il faut produire plus. C'est ça qui est valorisé. Donc, bon, je suis peut-être un peu cash, quoi. Mais bon, voilà, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Parce que c'est bien de faire le constat. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais je suis pas, bon, pas Madame Soleil non plus. Mais bon,
Ouais, il y a quand même un changement de paradigme important à faire en termes de modèle économique. Et donc ça, ça reste c'est de l'ordre politique et des choix aussi socio-économiques. Et je pense quand même que dans l'analyse qu'on fait des changements socio-économiques, le poids des infrastructures est très important aussi. C'est-à-dire que ça reste quand même des éléments qui, dans le temps, structurent vraiment, enfin, quand on a une approche un peu sur le temps long, hein, mais au-delà de 10 ans, hein, si on regarde un peu les travaux des historiens, c'est quand même des marqueurs très très importants pour faire perdurer des systèmes, quoi. Et donc, je pense que dans nos recherches, on a aussi à prendre en compte cette dimension infrastructurelle, avec aussi des questions aujourd'hui qui viennent en SHS là sur l'économie, enfin de la le jour j'ai assisté à un séminaire, c'était sur l'économie de la destruction, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de nos infrastructures pour s'en séparer, etc. Et donc là, il y a tout un champ scientifique autour de ça, qui pour nous, je pense, est assez intéressant. Notamment des collègues de Clermont-Ferrand qui ont... Oui, voilà, je me suis dit, ça y est, c'est le centre du monde. Des collègues, il y a un philosophe et un gestionnaire qui viennent de sortir un bouquin là-dessus, et très intéressant. Je retrouverai la référence. Ah mais non, enfin, biodéchets, c'est une partie des déchets de la ville. Ouais. Ça pourrait, mais bioéconomie, il y a la partie bio. Donc, mais je vais répondre à Jean-Denis, enfin, donner mon point de vue, je ne devrais pas, mais et puis m'inscrire en faux avec ce qui vient d'être dit juste avant. Donc, vous aimez bien la controverse. Oui, bien sûr. C'est le but de la table ronde. Voilà. La dame de Lyon disait qu'elle n'aimait pas la méthanisation parce que on achetait des déchets, le lait écrémé, etc., blablabla. Il se trouve qu'on a fait des manips, alors à Narbonne, alors j'espère que personne, la ville de Narbonne n'écoute, mais sur différents producteurs de déchets. J'étais choqué de ce qu'on a récupéré. Et ces déchets, après, partaient à la décharge, en gros. Ouais. On en avait récupéré, je ne citerai pas le nom, mais ça commence par grand, puis après il y a un truc de froid derrière, 1 mètre cube régulièrement de fruits et légumes. Mais je vous assure, quand vous arrivez, que vous voyez 1 mètre cube de fraises avec à peu près 10 kilos qui sont pourris, et le reste, vous avez envie de les manger, et que ça part à la décharge parce que ça coûte moins cher de le mettre en décharge, d'en racheter un, que de payer quelqu'un qui, de façon aléatoire, parce qu'il nous explique, ouais, mais c'est pas régulier, donc on va pas payer quelqu'un de temps en temps qui va venir trier nos déchets. Voilà, on peut réfléchir sur l'organisation économique, le système économique qui part du postulat que plus c'est gros, le facteur d'échelle permet de diminuer les coûts. Bon, ça, je suis pas forcément... Ouais. Mais il faut le repenser. Enfin, pour moi, il faut le repenser un peu. Et après, par rapport à ça et par rapport à ce qui a été dit juste avant, la gestion du temps et de la temporalité des activités ou des productions de déchets, si on fait réutilisation des eaux pour irrigation, pour la plante, recycler l'azote, le phosphore, etc., la plante, elle n'en a pas besoin tout le temps. Elle n'a besoin qu'une période dans l'année. Alors ça veut dire quoi? Vous construisez une installation qui va marcher 3 mois sur 12. Qu'est-ce que vous en faites? Et pour moi, c'est du même niveau. Alors j'ai cette image en tête. C'est si jamais je veux faire quelque chose qui tienne debout, soit je mets un poteau droit. Et voilà, pour moi, c'est une économie linéaire. Ça tient droit et ça tient. Bon, voilà, c'est simple. Mais ce n'est pas le plus robuste.
vous regardez toutes les structures qui tiennent, c'est des interactions entre différents maillons. Et si vous imaginez la Tour Eiffel, la Tour Eiffel, c'est pas un piquet, quoi. C'est quelque chose qui est maillé. Et je pense que la résolution des aspects dynamiques sera par rapport à ce maillage et ces interactions qu'on aura entre différents acteurs, avec des zones de réserve, avec des zones de stockage pour jouer sur les variations, mais sur la multiplication des interactions qui feront que économiquement, ça sera viable même à petite échelle. Voilà, c'est un point de vue personnel. Mais... Vous pouvez être pas d'accord avec moi. Hein, je dirais, je suis d'accord avec toi, mais en fait, le problème, tu as un modèle dominant. Et c'est, donc la question, c'est pour ça aussi que nous, on essaye d'analyser les tensions entre un modèle dominant de type industriel et des modèles, je dirais, alternatifs, et de voir effectivement s'il y a, je pense qu'il y a des zones d'hybridation. Et en fait, dans la littérature, on voit bien aussi ces questions, c'est-à-dire qu'on connaît assez bien comment fonctionne le monde marchand dominant. Il y a aussi beaucoup de travaux socio-économiques sur les modèles alternatifs, mais la question c'est quand même qu'est-ce qui se passe quand ils se rencontrent. Et ils se rencontrent aujourd'hui. Et ça, on ne le sait pas trop. Qu'est-ce qui est résilient face aux crises qu'on traverse aussi. Oui, c'est possible. Oui, sur les infrastructures, là, on a l'air de dire qu'il faut des infrastructures dans un modèle d'économie de marchande, et puis on n'en a pas besoin pour un autre modèle qui n'est pas vraiment dit, d'ailleurs, là, dans vos discussions. Et si on vient à ce que dit la personne de Lyon ce matin, elle dit, pour ce qui est des coûts, le compost, c'est de loin le plus intéressant. Mais elle n'a pas dit qu'il n'y en a pas et qu'il n'y a pas d'infrastructure liée au développement du compost dans toutes ses formes. Donc c'est juste pour dire que je ne vois pas comment tu tiens ton argument de dire on écarte l'infrastructure. Non, on n'écarte pas l'infrastructure, on multiplie les infrastructures et les liens entre les infrastructures. Et les modèles, il y en a qui vont rencontrer d'autres, il y en a qui se développent. C'est pas tous les deux côtés. C'est développer les liens entre chacune. Multiplier les liens. Voilà. Mais surtout avec les infrastructures qui existent. Enfin, je crois que c'est ça le point. Avec les infrastructures qui existent et les optimiser au mieux. Oui, c'est pas remettre à plat tout l'existant, au contraire. Oui, en fait, je voulais rebondir, mais c'est le même sujet. À mon sens, parce que dans l'assainissement, on voit bien cette réflexion qu'on peut avoir à l'idée d'essayer de modifier le modèle dominant pour le faire évoluer vers quelque chose de mieux, et le fait de voir émerger des alternatives à petite échelle qui sont très alternatives, qui sont parfois hors cadre réglementaire, mais qui se développent. Et c'est la question de la massification, en fait, qui pose problème, parce que ce soit sur des systèmes basés sur la nature qui sont extensifs et qui ne peuvent pas se déployer aussi facilement dans une zone dense que sur les toilettes sèches qui, j'aurais jamais imaginé, se développeraient en ville, mais qui commencent à se développer en ville, assez curieusement. La question, c'est qu'est-ce qui peut se décliner à grande échelle dans ces solutions qui sont généralement choisies par des solutions alternatives qu'on va considérer low tech. Et je vois un peu aussi dans le discours de Lyon, quand on veut faire à petite échelle le compostage, etc., ça paraît être aussi quelque chose d'un petit peu plus low-tech que d'aller vers la méthanisation et tout ce qu'il faut faire autour de la méthanisation pour valoriser, etc. Donc on sent ces modèles, effectivement, avec des zones de discussion parce que ça émerge et que dans les zones urbaines, ils sont bien obligés de s'en préoccuper un petit peu. Mais pour moi, la question, c'est quels sont les modèles de massification de solutions quand elles sont choisies comme ça de manière très alternative et qu'on aimerait simuler des scénarios de déploiement à une grande échelle en remettant en question toutes les infrastructures de ces grandes échelles, quoi. Et les acteurs, évidemment.
Moi, il y a un truc qui ressort un peu, ou une question que je me pose plus largement, finalement sur la spécificité urbaine. J'ai l'impression que finalement ça demande de recréer un usage, de créer un usage ou un sens pour ces sous-produits qu'on va valoriser. Donc je voudrais avoir un peu votre analyse par rapport à ça. En tout cas, sur les eaux usées, une des différences qu'on a entre le rural et l'urbain, c'est que dans l'urbain, il n'y a pas d'usage évident qui est identifié, quoi. Et on peut peut-être faire le parallèle avec les autres déchets. Finalement, sur ce que nous a présenté Lyon ce matin, c'était pas un usage, c'était donner du sens. On faisait un retour à la terre. On cherchait pas à produire de la valeur en fait avec le compostage, quoi. Moi, je veux bien réagir parce que, en fait, quand on prend le compostage de proximité, il y a un déphasage entre un discours officiel qui est de dire on va recycler la matière organique et la valoriser, et une réelle attente de l'utilisateur producteur de déchets qui est pour beaucoup le ménage, qui trouve dans cette solution-là une satisfaction à avoir un geste environnemental, mais qui n'a pas d'attente sur le produit compost. Et ce matin, la réponse c'était on n'a pas de problème avec les quantités de compost. L'avantage du compostage, c'est qu'on réduit énormément les quantités initiales. Donc avant d'avoir des réels problèmes avec la quantité de compost, il peut se passer un certain temps. Mais ça a été des résultats sur des études de compostage. L'attente ménage, elle n'est pas sur le produit. Donc ça veut dire qu'il manque un maillon pour aller jusqu'à la valorisation. Et finalement, en ça, je ne suis pas sûre que ce soit très différent de l'aspect eau usée, toilettes sèches. Voilà. Et je voulais revenir sur les histoires d'infrastructures et de modularité, de maillage. En fait, effectivement, Sylvie, moi j'adhère à ce que dit Sylvie, il n'y aura pas d'infrastructure, ça c'est pas possible. La question elle est peut-être sur la taille, la modularité et le fait que cette infrastructure elle soit fixe ou pas. Et je crois très fort dans l'hypothèse d'infrastructures mobiles, alors pas mobiles tous les jours, mais mobiles à une échelle de temps qui verrait une évolution du gisement, une évolution du territoire. Et de même que je crois beaucoup dans l'hypothèse d'un maillage qui va permettre la massification dont tu parlais sur les quantités lorsqu'on est sur de la petite taille et une bonne articulation avec des entités préexistantes qui ont encore une durée de vie et qui ont peut-être vocation à traiter certains déchets et pas d'autres. Je voudrais réagir à ce que tu viens de dire sur le fait que le producteur de déchets, donc en tout cas les ménages, n'ont pas d'attente par rapport au produit final de ce compostage. Je n'ai pas d'avis là-dessus, mais néanmoins, les ménages perçoivent de façon très positive cet acte de compostage et c'est la façon telle que c'est prévu. Et on a vu par des études expérimentales que le fait de percevoir un geste positif via la valorisation des déchets peut réduire la capacité à réduire le déchet, en quelque sorte. Et en fait, donc du coup, sans mettre en cause, mais du coup, ça pousse plus loin de la réflexion de me dire, mais plus on promeut les différentes façons de valorisation, comment faire pour que le particulier, ou je parle surtout des ménages, parce qu'on a bien vu ce matin avec Lyon que finalement la métropole, elle voit peu de maillons, disons de voies d'interaction avec les ménages et d'incitation à la réduction des déchets. Comment faire en sorte que finalement on aboutisse à cette prévention du déchet qui devrait être la première chose à faire en fait? Voilà, du coup, c'était... Non, mais pour compléter, je suis complètement d'accord. Il y a une attente sur
être en capacité d'agir sur la valorisation du déchet. L'attente, elle est bien là. Mais l'attente, elle n'est pas sur l'utilisation, un retour direct de l'utilisation du compost pour soi-même. Et le simple fait de donner la solution pour la valorisation, là on revient sur ce qu'elle disait ce matin, prise de conscience des quantités, ça a été comment dire, confirmé par des études, et ça a un effet prévention. Mais ça ne règle pas la question d'aller jusqu'à la réelle valorisation. Mais l'effet prévention, je ne suis pas sûre, finalement, les personnes de la métropole ne pouvaient pas dire s'il y a réellement une réduction du déchet à la base avant de l'orienter vers le compostage. Non, mais sur d'autres études de compostage domestique, ça a été démontré. Oui, bonjour à tous. Jean-Benoît Bell d'ACR+. Je suis un peu l'élément non-recherche de l'Assemblée. ACR+, c'est l'association des villes et régions pour la gestion durable des ressources. Donc on a un réseau de villes et de régions européens. On travaille beaucoup avec des collectivités européennes pour rechercher les bonnes pratiques. Et donc je voulais rebondir un peu sur ces questions prévention, gaspillage alimentaire, valorisation. Alors nous, on a regardé ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une étude. Prévention du gaspillage alimentaire des ménages pour Bruxelles. Et eux aussi, ils sont dans cette phase. Il faut qu'on fasse de la prévention, mais il faut qu'on fasse le tri, parce que le tri n'est pas développé. Et on a cherché le lien entre prévention et tri. Et ce qui en ressort, c'est qu'il n'y a pas de lien, visiblement. Il y a des motivations différentes. Et en fait, il y a eu un projet d'études de recherche auprès des Bruxellois pour savoir comment ils voyaient le gaspillage, comment ils voyaient les déchets. Alors, il y en a qui voient les déchets triés comme pas des déchets. Pour eux, les déchets, c'est que ce qui est résiduel. Les biodéchets, il y en a qui voient ça comme un déchet pas problématique, en fait, parce qu'à Bruxelles, c'est brûler. Brûler de l'aliment, c'est pas terrible, mais c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Et en fait, il y a au Royaume-Uni, ils ont essayé de regarder s'il y avait un impact du tri sur la prévention, et ils n'ont rien trouvé. Et il semblerait que c'est des problématiques différentes. Le gaspillage alimentaire, c'est de l'alimentation, c'est faire les courses, préparer les repas. Et le tri des déchets, c'est de la gestion domestique, enfin, de mettre des choses. Et les gens ne font pas nécessairement le lien. Ce n'est pas parce qu'on les fait trier qu'ils vont se dire « tiens, je gaspille beaucoup ». Pour des raisons que j'ignore. Peut-être que c'est parce que le gaspillage est diffus. Peut-être parce que ce qu'on voit, nous, comme gaspillage, les gens ne voient pas forcément ça. Ils vont peut-être que voir les restes de repas. S'ils ont un fruit pourri, ils vont se dire « bon, c'est pas du gaspillage, c'est pas moi qui l'ai jeté, il était pourri avant ». Enfin, donc il n'y a pas forcément de lien comme ça, et je ne suis pas convaincu que le gaspillage alimentaire doit faire partie d'une stratégie de déchets. Dans certains territoires, ça fait partie d'une stratégie d'alimentation, et il y a peut-être plus de ponts entre l'offre alimentaire, la perception de l'alimentation et le gaspillage que ce qu'il y a de ce qu'on fait des déchets alimentaires. Après, il y avait un autre point que je voulais aborder. Oui, sur la prise en compte de la prévention, justement, des objectifs de prévention, sur le dimensionnement des installations, nous, c'est quelque chose vers lesquels on pousse nos membres à réfléchir, à mettre en accord leurs objectifs de prévention avec le dimensionnement de leurs installations, donc de ne pas prévoir des installations pour derrière traiter du gaspillage alimentaire. Ce n'est pas évident, surtout qu'il n'y a pas vraiment d'objectifs réglementaires. En fait, il n'y a pas d'incitation pour les villes à réduire le gaspillage alimentaire. Il n'y a pas d'objectif réglementaire, donc il n'y a pas de suivi. En fait, tout le monde dit que c'est la priorité, mais derrière, il y a très peu de territoires qui font ça de manière poussée, avec des instruments, avec un suivi de l'efficacité des actions, de voir si on met l'argent au bon endroit, si on touche les gens au bon endroit. Et en règle générale, on peut compter sur les motivations, la volonté politique locale, mais ce qui fait que ça va changer, que les comportements vont changer, ça va être le cadre réglementaire et les incitations économiques. Je pense que ça, vous l'avez abordé. Tant que c'est moins cher d'éliminer les déchets, la plupart des villes ne vont pas se préoccuper de les valoriser. Et tous les territoires en avance, la plupart du temps, ils ont un cadre réglementaire strict, ou alors ils ont des problèmes pour éliminer leurs déchets, et du coup ils vont se tourner ils vont se poser la question d'investir, parce que là ça va être intéressant.
Et ça rejoint un peu la question, je suis désolé, je fais ça un peu en brouillon, la journée était longue et puis j'essaye un peu de comprendre tout ce que vous racontez, mais je développerai un peu plus des idées, un peu plus structurées demain, mais la question du modèle économique de la gestion des déchets, il est compliqué, et la valorisation des biodéchets, ça rapporte pas grand-chose en fait. Le compost, dans très peu d'endroits, il a une valeur significative qui a un poids sur le prix de la gestion des déchets. À la limite, l'énergie liée à la méthanisation, ça peut compenser en partie, mais de manière assez marginale. Et puis ça dépend aussi du cadre, du cadre économique de la vente d'énergie. Et c'est un peu pareil pour tous les types de déchets. En fait, on présente toujours le déchet comme une ressource, mais par exemple, sans le système des REP pour les emballages, les coûts de gestion des déchets auraient explosé à partir du moment où on a mis en place la collecte sélective. Donc les déchets n'ont pas suffisamment de valeur pour que le fait de les trier, de les valoriser, en tout cas dans l'état actuel des modes de valorisation, ça puisse être intéressant pour les producteurs de déchets. Donc voilà. Du coup, non, le message, c'est pas de dire c'est fichu et voilà. Mon message, c'est plus de dire il faut qu'il y ait derrière un cadre réglementaire, il faut des systèmes comme les REP, il faut taxer l'élimination, pas seulement taxer l'élimination, mais aussi que cette taxe, elle serve à aider à l'investissement dans les infrastructures de tri, dans les infrastructures de traitement, etc. Et voilà, que ça ne va pas se faire tout seul et qu'il ne faut pas attendre que le marché, comme il marche, pousse au tri. Voilà, c'était un peu, de manière très brouillonne, ce que j'avais à dire. Merci. Non, non, mais il faut les déclencher. Il faut en prendre un autre. Tiens, donne-moi celui-là. Quoi, celui-là, il marche ou pas? Ouais. Non, mais ce que vous disiez sur le modèle économique et sur la faible part finalement que peut représenter la méthanisation, la valorisation énergétique, du coup j'avais presque envie de poser la question à Jean-Philippe, puisqu'il parlait tout à l'heure de ces modèles décentralisés, de ce qu'il pense finalement de la microméthanisation qui existe. On faisait le parallèle avec d'autres pays. Dans d'autres pays comme la Chine, il y a des millions de microméthaniseurs qui existent. Alors pourquoi là-bas est-ce que le citoyen y a vu un intérêt ? Est-ce que c'est parce qu'il consomme globalement 20 ou 100 fois moins d'énergie que nous et que pour lui, ça représente quelque chose d'important? Vas-y, Jean-Philippe, dis-moi. Je sens qu'on va bien discuter à l'apéro avec Mathieu. Non, mais la différence essentielle pour moi, c'est que la microméthanisation, en Chine en particulier, c'est le producteur qui fait l'usage de ce qu'il produit, enfin, du biogaz. Il a un usage direct du résultat de la valorisation de son déchet. Alors que le composteur, il ne va pas forcément chercher son compost. La microméthanisation, pour l'injecter dans le réseau, ça ne va pas convaincre le producteur. Et moi, avant, j'étais campagnard. Maintenant, je suis devenu urbain. Ce qui me manque en priorité, le truc essentiel qui me manque, c'est mes poules. La meilleure valorisation des biodéchets, c'est la poule, parce que je récupère les œufs et je les utilise moi-même. Et ça fait une valeur. Enfin, c'est plus qu'un sentiment de déculpabilisation par rapport à un geste écologique. J'ai le résultat de ce que. Et c'est génial. Si on pouvait réfléchir à un projet d'introduction des poules en ville, ça serait bien. Pour demain, ça serait bien. À Nantes, ils disent que... Ouais. Spécifique à la Chine, moi dans les études que j'ai lues sur la propension à trier des Chinois, visiblement ils peuvent remettre leurs déchets au réseau régulier de ramassage, mais ils peuvent aussi le choisir d'aller le vendre eux-mêmes à une entité proche de valorisation. Donc peut-être que ça a favorisé les microméthaniseurs. Et là, en Chine, j'ai le China Daily de 1997. Et c'est le début de développement des méthaniseurs en Chine. Et il y a une demi-page là-dedans. Et la conclusion sur le biogaz, la conclusion, c'était
Ça évitait la corvée du bois pour les femmes. Et voilà, donc c'était un argument de mariage d'un homme s'il avait son méthaniseur. Voilà, c'est le côté romantique décisif. On s'arrête là. Vous voulez parler de mariage Pascal, tu as un mot à ajouter Donc, on finit là. On vous remercie tous d'avoir participé. Voilà, on va vous applaudir. Et puis, rendez-vous 19h15 à l'apéro. Pas d'apéro pour ceux dont je n'ai pas les noms. Voilà, merci. Et je laisse conclure le chef. Est-ce que les animateurs d'atelier de demain qui sont là pourraient rester 5 minutes? Pas plus, promis. Merci.